tout commence alors qu'il y a quelques jours, Alexander Winthrop est décédé. Tu es Stella. Stella Greyfield dans ton bureau. Mais pour le coup, tu es seul. Tu es seul ce jour-là quand tu reçois un télégramme. Tu reçois un télégramme qui te surprend. Pourquoi ça te surprend? Car c'est un télégramme d'un certain Harrington. Un certain John Harrington. Harrington était le fiancé de Dory Gardner. Gardner, c'est, rappelle-toi, nous sommes en 1914, durant le grand incendie de Salem. Le grand incendie de Salem, il est connu, puisqu'il a mis à bas de nombreux bâtiments. Très nombreux bâtiments. Et cet incendie, il a eu non seulement de désastreuses conséquences économiques, mais a mis aussi à mal la vie de milliers de personnes. Mais toi, tu faisais partie de la police à l'époque. Et alors que vous aviez été appelé, ainsi que les soldats du feu, on peut le dire, pour un début d'incendie, tu avais remarqué qu'il y avait une femme et un enfant enfermés dans un bâtiment. Tu te rappelles, puisque tu as perdu à ce moment-là une partie de l'usage de ta jambe, et tu as été gravement brûlé, ce qui a fait que cette affaire n'a pas été sans conséquence, car tu as été jugé inapte au service, après. Et c'est pour ça que tu as quitté la police de Salem, peut-être en 1915, pour ouvrir, il y a maintenant 7 ans, un peu plus de 7 ans, ton cabinet de détective privé. Et l'histoire continue, mais tu n'es pas resté indifférente à la mort de cette jeune femme et de son enfant, puisque tu as, en tant que policière à l'époque, tu as connu cette affaire, et Dory Gardner, tu as assisté presque impuissant, mais tu t'étais renseigné après sur le sujet. Et tu t'es rendu compte, et c'est pour ça que tu as rencontré d'ailleurs Mila, qui connaissait John Harrington. Harrington était le fiancé. Et père de la jeune Betty Harrington. Dory Gardner et Betty Harrington sont morts. Il a été brisé psychologiquement, et depuis bientôt plus de 8 ans, il est à l'hôpital psychiatrique de Danvers, brisé en fait par la mort de sa fiancée et de sa fille. Et le télégramme que tu viens de recevoir est étonnant, il est signé de John Harrington, comme s'il était sorti, car il te demande de venir le voir, de sa catatonie depuis 8 ans. Mais pourquoi? Pourquoi t'appelles-t-il? Alors, il n'était pas rentré à l'hôpital psychiatrique le jour du décès, il était rentré plusieurs mois après une longue descente aux enfers, entre drogue, alcool et dépression. Et il avait eu le temps de te rencontrer, et de te dire qu'il n'y avait aucune raison que sa femme et sa fille soient dans ce bâtiment, à ce moment-là. Il n'y avait aucune raison qu'elles soient là. Il n'a jamais compris pourquoi elles étaient là. Jamais compris pourquoi elles étaient là. Et tu avais enquêté à cette époque, mais bon, après tu as quitté la police, tu avais découvert que la mère de Dory Gardner avait disparu quelque temps avant l'incendie qui a coûté la vie à sa fille et sa petite fille. Et donc la mère, qui s'appelait Frances Gardner, n'a jamais été retrouvée. Hein. Son mari était un marin au long cours, problème d'alcool, qui s'est d'ailleurs suicidé peu de temps après la mort de Dory Gardner
et de sa petite fille, puisque c'est sa fille, petite fille. Et donc tu t'es aperçu que c'est une famille assez maudite, puisque la mère a disparu, la fille a brûlé, ainsi que la petite fille, dans l'incendie, le grand incendie de Salem, et que le grand-père de la toute petite, ou le père de la moyenne, ou le mari de la plus ancienne, s'est suicidé après la disparition finalement des 3 femmes, des 3 générations Gardner. Mais tu es devant ce télégramme. Télégramme qui t'étonne, puisque tu y allais tu y allais de temps en temps le voir, mais il était tellement amorphe que les mois sont devenus des trimestres, les trimestres des semestres, et puis ça fait bien 6 mois ou 9 mois que tu y es pas allé. Il a été oublié de tous, mais il t'écrit. Étonnamment. Et je vais te demander de me dire ce que tu fais. Il m'écrit, donc je lis. Il te dit juste de venir à l'hôpital de Danvers. Je n'hésite pas. Je n'hésite pas parce que je me sens toujours aussi coupable de ce qui a pu, de ce qui est arrivé à cette famille. Et je sais que finalement, il n'a plus personne. Et je me hâte d'aller le voir. Et tu te hâtes d'aller voir. Je t'amène sur le plan de Danvers. Donc Danvers, c'est pas très loin de Salem, hein, à l'ouest de Beverly. Et c'est une ville, hein, bien entendu. L'hôpital de Danvers est ici. Il est ici. Tout de suite, car tu empruntes peut-être la voiture de ta collègue, ou tu en as racheté une pour l'occasion. Et tu vas arriver à l'hôpital de Danvers, qui est aussi... mais il est aussi accueillant que la température de ce jour d'octobre. Et quand tu vas rentrer, tu vas tomber sur une certaine ambiance. Dans l'hôpital, tu vois une activité assez intense. Tu vois beaucoup de matons qui sont ici, parce que tu vas à l'aile psychiatrique, infirmière, médecin. Il y a une certaine agitation. Tu es déjà venu plusieurs fois à l'hôpital de Danvers, clairement. Mais ce qui est étonnant, c'est que tu n'avais jamais remarqué que c'était à ce point cacophonique. En tout cas, assez rapidement, tu vas être rejointe par une infirmière. Une infirmière qui va venir, tu l'as déjà vu, hein, bien entendu, il n'y a pas de sujet. Tu t'approches d'elle, et c'est une femme volontaire, hein, mais tu vois qu'elle est un peu excitée, et elle te demande ce que tu viens faire ici. Eh bien, madame l'infirmière, j'ai été appelée par John Harrington. Il m'a demandé de venir le visiter. Et donc, voilà, me voici et j'aimerais pouvoir effectivement lui rendre visite aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez m'annoncer ou organiser la rencontre? Bien sûr, elle va t'amener jusque... Donc, Etta Lovell va t'amener jusqu'à... Et elle va te raconter, c'est étonnant. Et il y a 2 jours, lui et un certain nombre de patients de l'hôpital ont eu des comportements complètement irrationnels, ou lui, en l'occurrence, c'est un peu l'inverse, puisqu'il s'est réveillé de sa longue catatonie, mais d'ailleurs, il réclame de retourner à Arkham, dont il est originaire. Et elle va t'amener dans la chambre d'Harrington, qui est debout dans sa chambre, et va se tourner vers toi. Quand tu rentres, l'infirmière va rester à la porte. Il s'approche et va te serrer la main. Ça fait si longtemps. Au moins 1 mois qu'on s'est pas vu. Oui,
voire même plus. Comment allez-vous? Oui, c'était en Je suis mai. heureuse de vous revoir. En mai. C'était en mai ou en juin 1915? Oui. Alors, là, la date d'aujourd'hui, c'est quoi? Alors, je réponds pas, je me retourne vers l'infirmière qui est probablement juste derrière mon dos. L'infirmière te Avec... regarde. Oui, il n'a pas de repère temporel, tu vas te murmurer, mais ça va venir. C'est pour ça qu'on le garde encore un peu. Il vient de se réveiller, on ne veut pas le choquer. Et John vient vers toi. Il est un peu surpris parce que t'as pris quelques années hein, quand même. Ça arrive aux détectives et anciens policiers. Ça arrive à tout le monde. Et il va te serrer la main. Stella, vous avez avancé alors? Vous avez trouvé qui est responsable de la mort? John, asseyez-vous. Alors là, je l'amène parce que je suppose qu'il s'est levé pour venir vers moi. Donc je regarde dans la pièce, il y a un siège où je peux m'asseoir à côté de lui. Vous m'aviez dit que vous aviez enquêté, mais oui. Et vous avez trouvé qui a tué Dory et Betty peut-être? Alors asseyez-vous. Faut qu'on parle. Je pense que malheureusement, je dois, en toute humilité, je dois vous dire que effectivement, j'ai cherché, mais nous n'avons pas su retrouver la trace des incendiaires. Ah mais c'est normal, en quelques mois. Je peux comprendre. L'infirmière va venir et Lovell va réexpliquer qu'en fait il est hors de son monde entre guillemets depuis plusieurs années, calmement. Il dit mais je vous crois pas, vous m'avez déjà dit plusieurs fois. Puis il va lui réexpliquer calmement. Et d'ailleurs votre ami ici peut confirmer. Donc est-ce que tu confirmes qu'on n'est plus en 1915? Oui. Il va confirmer. Alors là il commence à... Je lui tiens la main, parce que je sens vraiment que ça peut basculer. Mais voilà. Tu vois malgré tout, tu vois plus la folie qu'il avait dans ses yeux. Comme si le temps avait passé quand même et que son âme avait guéri. Peut-être au fond de cette catatonie assez forte. Et puis il va rester... Pourtant, je reste persuadé, Stella. Je reste persuadé, malgré les années qui ont passé, que cela n'est pas un accident. Ce n'est pas un accident. Mais j'en suis sûr. Déjà à l'époque, c'est ce que vous me disiez, mais on a trouvé aucune trace qui a pu nous guider vers voilà, tout menait à croire que c'était un accident. Pourquoi encore aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait croire? Votre intuition de père et de mari? Exactement. Et je peux vous dire que Dory et ma petite Betty ne sont pas mortes. J'en suis sûr. En tout cas dans mon cœur. Il dit ça peut-être pour éviter d'être pris pour un fou. Oui. Elles vivront sûrement dans votre cœur éternellement, ça c'est... Je n'en doute pas une seconde. Et je vous l'avais dit, mais vous m'aviez pas écouté, ou alors je vous l'avais pas dit, mais... Je suis sûr que James Garner, le père de Dory, il avait quelque chose à se reprocher. Quand sa femme a disparu, ce n'était plus vraiment le même homme. Et un soir qu'il était aviné, comme souvent, il m'avait dit qu'une ombre épiait leur maison à la nuit tombée. C'était avant le grand incendie, en mars 1914, je me rappelle très bien. Il y a un an, enfin, il y a plus maintenant. Mais, je vous l'ai dit, Stella, je vous l'ai dit. Je suis sûr que... Maintenant, il s'est suicidé, hein. Mais il fallait lui parler à l'époque. Même s'il était parti en bateau loin, mais... C'est... Mais on a suivi cette piste, puisque vous nous l'aviez déjà raconté. Ouais, mais vous n'avez pas trouvé.
On a voilà, aucun témoignage, du voisinage, des alentours. Personne, n'a vu ou n'a entendu quelque chose, les soirs précédant, cet incendie, ce malheureux, événement. Je Toutes ces pistes-là ont été, si je suis vraiment confuse. Je Ouais, je suis comprends. ici et j'ai toujours pas de réponse, à Mais vos questions. je comprends, puis je vous en veux pas. Après tout, vous avez essayé de les sauver. Et juste ça. Même si vous avez échoué, juste ça les rend immortels à mes yeux. Et puis maintenant, je comprends pourquoi j'ai reçu ces cartes ou ces lettres. Je comprenais pas les dates, mais je comprends maintenant. Il va vers une... Alors, il n'y a pas vraiment de table hein, dans cette chambre, hein. C'est plutôt sommaire d'ailleurs. Très Mmh. sommaire, cette chambre d'hôpital. Et puis il y a quelques courriers quand même euh, qui sont signés. Et tu vas les voir hein, d'ailleurs. De Margaret Turner. Et mais oui, je l'avais rencontré. Enfin, en tout cas, Dory me l'avait fait rencontrer avant sa mort. Et Margaret Turner m'écrit les lettres datent de 1918. Donc 3 ans après l'internement, hein, on va dire. Volontaire, parce qu'il s'est interné volontaire. Il y a 2 lettres en fait. Une première qui dit qu'elle a appris qu'il était à l'hôpital, qu'elle lui souhaitait bon rétablissement. Et la deuxième, c'est j'ai pas eu de réponse de votre part, mais tu penses qu'il a jamais répondu parce qu'il n'était pas en état de répondre, et qui indique que en tant que héritière de la famille Gardner, puisque c'est la tante, donc c'est la sœur de la mère, hein, d'accord, la mère disparue, puisque elle a disparu, hein, la mère. Elle a hérité de tous les documents et affaires de la famille. Et que s'il voulait les voir, il pouvait, et elle donne son adresse à Salem. Et juste, une question, est-ce que ces courriers-là, j'en avais déjà entendu parler? Parce Non, que là, on est en 1918. non, parce qu'en fait, voilà. déjà, à l'hôpital, ils n'allaient pas te donner un courrier qui était adressé à lui et pas à toi, hein, parce que c'est quand même une personne humaine, encore, et donc ils avaient juste stocké ces courriers, là, jusqu'au jour où il se réveille, mais tu n'es pas la tutelle ni la curatelle, et oublions pas qu'il s'est fait interner volontairement. C'est-à-dire que c'est pas, il n'a pas été déclaré comme fou, il a juste décidé de se mettre en sécurité dans un hôpital psychiatrique pour lutter contre sa mélancolie profonde, son addiction de plus en plus grave. Et l'homme, John, alors je comprends mieux les dates, mais voudriez-vous rester là, peut-être que là-bas, cette Margaret Turner, on saurait un peu plus. Mais écoutez, c'est effectivement, comment dire, depuis l'incendie, c'est la première nouvelle piste, que nous ayons. Donc, je pense qu'effectivement, il faudrait que je puisse rencontrer cette dame qui, jusqu'à présent, était complètement inconnue au bataillon. C'est la première fois que j'entends parler, j'entends que la mère de votre défunte épouse avait une sœur. Ouais, je le savais, mais je savais pas qu'elle avait hérité des affaires de la famille. Et laissez-moi... De toute façon, je vais retourner à Arkham, ça c'est sûr. Mais si vous pouvez vous... Peut-être même retrouver juste une photo de Dory. Enfin, j'étais fiancé, j'étais rien. Hein. Alors, et effectivement, tu sais bien que tant qu'il était pas marié, il a été, même s'il avait une fille hein, avec elle. Oui. Voilà. Il avait aucun droit de succession. L'infirmière va être appelée. Je suis désolé, il va falloir... Monsieur Harrington, on va devoir vous laisser, mais
Le docteur va passer, et comme je vous l'ai déjà dit, nous allons faire des analyses, et peut-être si vous vous sentez bien, vous pourrez signer la décharge pour quitter l'hôpital. Et Harrington vient te voir, te serre la main, je compte sur vous, Stella. John, vous pouvez compter sur moi. Je vais de ce pas essayer de retrouver Margaret Turner et essayer de récupérer cette fameuse photo. Voilà, un souvenir, au moins ça. Et peut-être que elle aura une idée sur ce qui s'est passé, qui sait. En tout cas, tu vas le quitter. Et quand tu vas prendre le couloir, tu vois qu'il était chambre 31. Il y a une chambre 32. Il y a une chambre 33, mais la chambre 33, on a cloué des planches de bois très épaisses pour fermer cette porte, condamner cette porte. La chambre 34, normal, 35, etc. Et tu vas quitter finalement l'aile. Je ne suis pas accompagnée de l'infirmière ? Si, elle te ramène. Elle te ramène. Ma curiosité légendaire je m'arrête quand même, ou alors je passe mon chemin, mais je discute avec l'infirmière, je lui dis bah tiens, c'est bien curieux qu'ici la chambre 33, c'est une drôle de façon de fermer les portes. La chambre 33. Oui, ou bien juste de passer à côté. Et la chambre 33, c'est pas une chambre... La cellule 33, c'est... On l'a fermée parce que un malade, il y a quelques années, est parvenu à se suicider dans cette chambre, capitonné, et il avait en plus une camisole de force, et on n'a jamais cru, on n'a jamais su pourquoi, et depuis, sans qu'on sache vraiment aussi à l'expliquer, tous les patients qui sont succédés ont manifesté des comportements extrêmement violents et particulièrement délirants. Donc à défaut de trouver une solution, l'administration a choisi de condamner la cellule. J'avais déjà entendu parler de ce genre de superstition, mais plutôt dans des hôtels. C'est pas une superstition. Moi j'étais là, je peux vous dire. Enfin, vous me faites froid dans le dos avec tout ça. Je vous dis juste, et alors qu'elle te ramène à l'accueil, il se passe des choses bizarres de toute manière à l'hôpital ces temps-ci. Et elle va te serrer la main et te laisser sortir, alors que tu vois effectivement ça s'agite, puis il y a certainement la famille de patients qui rentrent et qui vont et qui viennent, il y en a beaucoup en fait. Beaucoup plus que d'habitude. En tout cas. Voilà que tu te retrouves. Tu as l'adresse, bien entendu, puisque les courriers ont été adressés. Et le jour même, ou peut-être quelques jours plus tard, car tu as d'autres choses à faire. Si tu le souhaites, nous nous retrouvons chez Margaret. Tu vas peut-être d'ailleurs l'avoir averti par télégramme avant, c'est la politesse, et donc à l'heure dite, quelques jours après, elle t'accueille pour le thé. Une femme d'un certain âge, c'est le moins qu'on puisse dire, ou d'un âge certain, t'accueille. Et elle a l'air assez contente, surtout que elle l'a entendu peut-être, ou tu lui as peut-être dit dans le télégramme que John Harrington était sorti de sa mélancolie. Et donc elle va commencer à te demander surtout de parler de la pluie et du beau temps, de quelques nouvelles de John Harrington, mais bon, t'as pas bien plus que tu as entendu. Et jusqu'au moment où, après ces petites discussions, tu peux bien entendu commencer à lui poser des questions ou autre si tu le souhaites. Je le remercie. Merci Margaret d'avoir pris le temps de m'accueillir aujourd'hui. J'étais très heureuse de constater que John finalement a l'air d'aller mieux. Donc déjà c'est une belle surprise depuis toutes ces années. Et une plus grosse surprise encore de savoir que finalement Dory avait une sœur
Je vous avoue que pendant toute l'enquête qu'on a menée à la suite de ce terrible incendie, personne Ah, mais je ne suis personne pas n'avait la... cité Alors, vous me rajeunissez. la sœur de la tante de Dory. Ah Voilà, oui, c'est ben, ça. je suis la tante de Voilà. Dory, mais aussi la sœur. Excusez-moi, je suis un peu confuse. Ça fait maintenant, ça remonte à quelques années, mais effectivement, la tante de Dory, personne n'avait cité votre nom et je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir vous rencontrer parce qu'il y a tellement de mystères encore autour de cette histoire. Et je vous avoue que je suis encore aujourd'hui moi-même complètement. Voilà. J'ai ce sentiment de culpabilité de ne pas avoir réussi à les sauver, elle et sa fille. Mais moi aussi, et Est-ce que puis, vous pouvez- je vais vous dire, maintenant que cette histoire est loin, j'aurais dû empêcher le mariage de ma sœur avec ce James. Un sale type. Je lui ai toujours dit, hein. Il buvait de plus en plus. Surtout, un an avant ce qui s'est passé. Il traînait dans des bouges et des maisons closes de Waterfront. Ah, cet homme était une plaie. Il avait déjà eu une mauvaise réputation à la fin du siècle dernier, quand ma sœur l'a rencontré. Très mauvaise réputation, même s'il était peu souvent à Salem, car c'était un marin et un chef de groupe. Je me rappelle, maintenant vous me posez la question, et vous auriez dû... on était... Oh, je me rappelle, j'étais en visite chez ma sœur. J'avais entendu d'ailleurs à l'époque une dispute entre James, son mari, et un certain Baldwin. Il y avait donc ce Baldwin à la maison, dans leur maison, un de ses vieux amis, et ils étaient un peu saouls, et Baldwin a vertement reproché un événement grave qui se serait déroulé à la fin peut-être des années 80. Elle parle des années 80, donc 1880, forcément. Mais ça m'étonnerait pas que... Enfin, cet homme était presque un criminel, hein. Qu'on soit sûr, mais j'ai récupéré. Quand la logeuse, quand ils ont réussi à vendre la maison, enfin les appartements ou l'appartement de James, quelques années après son décès, j'ai récupéré quelques affaires. Qui était resté d'ailleurs dans un garde-meuble puis chez un notaire pendant plusieurs mois avant de me retrouver. Et tu vois qu'elle va chercher, elle avait peut-être descendu parce que tu l'avais prévenu de ta venue. Il n'y a pas grand-chose, il y a une espèce de malle qu'elle ouvre et il y a des bibelots, des livres. Et puis voilà, si tu vois quand même, tu prends un peu le temps, parce que de toute façon tu vas passer peut-être ta soirée avec elle, discuter. Et tu vois des lettres de James Gardner, Gardner, je vais y arriver, avec des retours d'expéditeurs. Et les lettres n'ont pas été ouvertes en fait. C'est comme il les a envoyées à un certain Robert Slate. Et les lettres sont revenues mais n'ont jamais été ouvertes. Donc c'est bien James qui les a envoyées, revenus à l'expéditeur. Et tu vois dans un livre, tu vas voir quelque chose qui va t'étonner. Parce que c'est une invitation, mais c'est une invitation à venir à un endroit le jour de l'incendie, du grand incendie de Salem. Mais cette invitation t'étonne. Le club des femmes du quartier de Calloway, ce que tu connais bien, n'est pas du tout au 55 Boston Suite. Un entrepôt, simple et plutôt miteux. Et vous en êtes sûr, après l'incendie, il n'y avait que 2 corps, 2 cadavres retrouvés dans les décombres de ce bâtiment. Donc après avoir trouvé cette invitation, tu ouvres et tu vas trouver première lettre, 24 mars 1914. S'il te plaît, Robert, et donc la courrier adressé à Robert, hein. Aide-moi, je suis fatigué, tout est devenu difficile. Il veut tout me prendre et je ne sais pas quoi faire. Je ne peux rien faire, même les amis, il les a pris. Il m'a écrit
qu'ils prendraient les 3. J'ai eu peur, j'ai jeté la lettre, je suis trop fatigué. Pas question d'appeler les Condé. Ceux-là, ils peuvent pas me blairer. Tu peux m'aider, Robert? Et donc c'est une lettre adressée à son cousin en vrai, Robert, et qui lui demande de l'aide. On est avant l'incendie. Mais après, après la deuxième lettre, et après l'incendie, 15 mai 1914, donc avant l'incendie, avant le 25 juin, il me l'a prise, Robert. Ma Francese. Il l'a prise comme il avait dit. C'était un monstre, une bête. Il m'a envoyé un colis à la maison. Il y avait plein de sang dedans. Dieu Tout-Puissant, je crois que c'était un cœur. Son cœur. J'ai vomi mes tripes, j'ai tout foutu au feu. Que Dieu me pardonne. Je ne voulais pas, j'avais bu. J'avais bu, les autres aussi. Je suis si fatigué maintenant. Il va tout me prendre. Ah, chienne de vie, que Dieu me pardonne. On était sous comme des cochons. Alors là, je ne sais pas si Margaret, si j'ai le temps. Alors, clairement, Encore une fois, comme elle fait des allers-retours, hein, Oui. elle a même pas ouvert les courriers en fait. Hein, tu peux glisser les 2 courriers dans ta poche. Je les glisse, mais clairement, ce que je viens de lire là me laisse perplexe et limite un peu. Alors, oui, alors dégoûtée. Voilà, je me dis dans quoi je suis encore tombée. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas à ce genre de courrier qui, pour moi, finalement, pour l'instant, ne veut strictement rien dire, à part un fou qui parle d'un colis avec un cœur à l'intérieur. Exactement. Et tu vas, après avoir passé une soirée, mais tu vas trouver rien d'autre hein, dans cette caisse, tu vas pouvoir certainement rentrer chez toi. Les jours vont aussi passer puisque tu n'as plus vraiment de pistes maintenant. Est-ce que toi, Stella enquêtrice, que comprends-tu de ce qui a bien pu se passer alors que tu as réfléchi longuement sur ces courriers, que tu réfléchis que l'homme était donc a priori as-tu finalement à la police le fait qu'il a reçu hein, quand même le cœur de sa femme dans un colis, qu'il s'est plusieurs fois certainement engueulé avec quelqu'un ou avec un de ses amis chez lui en raison de quelque chose qui s'est passé à la fin des années 80. Et que pourrais-tu en déduire? Là, la première chose qui me vient à l'esprit, surtout le deuxième courrier qui dit bon, alors déjà, il me l'a prise. Alors, le qui, quoi, on ne sait pas, mais en tout cas, on voit bien qu'il fait référence à la disparition de sa femme. Donc, déjà, le premier enlèvement. Et dans le premier courrier, il avait déjà cette crainte que quelqu'un ou quelque chose ne vienne lui prendre. Alors, moi, je dirais ces trois femmes, c'est-à-dire sa femme, sa fille et sa petite-fille. Voilà, donc ça, c'est déjà une première piste de se dire que finalement, l'accident n'en était peut-être pas un. Il y avait déjà quelque chose de prémédité dans la disparition de ces 3 femmes. Voilà ce que j'en déduis, là tout de suite, et j'en déduis que, au vu du dernier courrier, que James se sentait coupable, qu'il avait provoqué quelque chose ou quelqu'un, et que ça s'est retourné contre lui. Voilà. Très bien. Donc ta conclusion, c'est que il a fait quelque chose, et que quelques années après, il a payé pour cela, mais il a payé le prix fort puisque ce sont des âmes innocentes qui ont payé, et que clairement, sa fille et sa petite-fille ont été attirées dans un guet-apens et brûlées vives, telles des sorcières présentes de Salem. Drôle de coïncidence. Voilà, donc nous sommes toujours en octobre 1920, quelques jours après la mort malheureuse et semble-t-il naturelle d'Alexander Winthrop. Et tu as plusieurs habitudes.
première d'habitude, c'est que tu es antiquaire et donc tu as quand même un peu d'argent avec le temps qui est passé. Tu as une voiture, tu as cet appartement. Et donc il t'arrive de vaquer à chercher dans Salem des antiquités. Il y a deux lieux auxquels que tu connais, parce que ça fait quelques années que tu vis quand même à Salem. Il y a déjà le magasin d'antiquités des Jackson, qui sont un couple qui vendent divers objets. C'est plutôt de l'antiquité, mais tu sais que régulièrement, ils organisent des ventes spéciales. Oui, d'accord. Et qui t'intéressent un peu plus, même si tu n'es pas invité déjà chaque. Et en revanche, tu as reçu un message, car une vente va se passer ce jeudi soir. Et donc tu es invité. Alors tu les connais sans non plus que ça soit des proches, ce couple Jackson, oui. Mais ça veut dire que, et tu le sais, ils ont l'habitude de te demander, qu'ils ont l'habitude de se renseigner sur ce que cherchent les gens, leur goût, oui, en matière d'occulte, d'objets ou de livres anciens. Et donc quand ils invitent, c'est parce qu'ils pensent qu'il peut y avoir une clientèle particulière. Et donc tu as reçu cette invitation donc, pendant, on va dire, 2 jours. Et tu as un deuxième endroit où tu vas régulièrement. C'est une boutique et c'est là où on va se retrouver finalement, parce que je pense qu'on va commencer là, alors que tu veux profiter de te reposer un peu après ces événements, et afin de te ressourcer et de regagner donc en ressources, on peut le dire. Tu vas te retrouver au bookshop de Jane Burton. Jane Burton. Jane Burton. Oui, donc tu arrives chez Jane et elle va se lever. Elle te connaît un peu. Oui. Parce que vous êtes pas très très loin. Finalement, sa boutique est pas très très loin. Et elle sait que tu travailles avec cette fameuse Stella Wayfield, une femme à poigne. Et donc elle va venir. Ah, Mila, j'ai cru comprendre que vous aviez eu des problèmes. J'ai entendu dire que la voiture de Stella avait été endommagée. Vous avez eu un accident de voiture. Oh, ah oui, bonjour Jane. Oui, c'est vrai que on a enfin un accident. C'est, disons, plutôt les contre-coups d'une enquête. Ça me fascine que vous puissiez enquêter, parce que moi, vous savez, ici, à part les romans, je n'ai pas grand-chose, mais ça m'a fait penser quand même. Il y avait un roman, bon, j'ai oublié, mais il faudra que je vous le mette de côté. Un roman policier ? Ah oui, un roman policier. Ouais, un roman policier. S'il y a un fond d'enquête un peu surnaturel dans ces romans, c'est encore mieux. Bien sûr, c'était ça. Je crois que c'est l'Archer Vert, quelque chose comme ça. Mais je vais vous retrouver, elle va te retrouver un livre. Et oui, c'est une enquête, mais il y a un peu une histoire de... On croit que c'est une histoire de fantôme, et à la fin... Enfin, je vais pas vous défleurer le sujet quand même. Voilà, parce que ça ment. Mais dites-moi... Oui. On m'a dit aussi, alors j'ai cru, c'est un client qui m'a dit que vous avez travaillé pour un auteur local, un certain Alexander Winthrop. Winthrop. C'est ça, oui. Il y a une figure, enfin en tout cas un ancêtre, un descendant d'une grande figure locale. Un descendant d'une grande figure locale. Oh, mais c'est passionnant et à la fois édifiant. Hélas, malheureusement, le pauvre est décédé. Il est décédé récemment. Il est décédé. Parce que j'avais essayé de vendre certains de ses livres et ça n'avait pas eu de succès. Non, il était piètre auteur, semble-t-il. Bon, après, on dit souvent qu'après la mort, les auteurs atteignent le succès. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vrai, j'ai entendu dire ça, effectivement. Voilà, mais moi j'espère que ça m'arrivera pas, j'ai pas envie de mourir pour avoir un certain succès.
Ah non, j'imagine. Mais bon, c'est le cas dans à peu près tout ce qui est artistique. Regardez Van Gogh, par exemple. Ah, Van Il Gogh. est Ah, devenu ouais, ouais. célèbre après sa mort. Ah, ouais, oui, oui. Alors, moi, je suis pas trop impressionné. Alors j'espère que je me plante pas Impressionné. dans les dates sur tout ça. Ah, mais c'est Alexander Winthrop. Bon, et puis à son âme, qu'il repose en paix. Moi, je pense que je vais renvoyer d'ailleurs les 2 derniers ouvrages que j'avais de lui à son éditeur. D'ailleurs, je crois que je l'ai déjà fait. Ça passera pas au pilon. Oh, c'est dommage, peut-être que vous auriez pu mettre une petite pancarte en exclusivité les derniers ouvrages, les derniers romans disponibles de l'auteur décédé. Ouais, ouais, non, mais moi je suis pas Bon, macabre après, comme ça. Je joue pas sur la mort des gens. Ouais, je bien sûr, vends. mais le sensationnalisme, ça vend. Ouais, mais moi, vous savez, j'ai pas besoin de ça. J'ai ma clientèle, dont vous. Ah, mais votre boutique fonctionne bien, hein, de toute Bah, façon. ça fonctionne bien, ouais. Alors, ce Winthrop, bah, en tout cas, paix à son âme. Et j'espère que Madame Greffield va se porter mieux après son accident de voiture. Hein, surtout. Oui, elle va déjà un peu mieux. Vous inquiétez pas, Oh, mais on je m'inquiète est pas. plusieurs à veiller sur elle, tout va bien. Je m'inquiète pas du tout. Ah, mais à chaque fois, ça me fascine parce que je sais jamais trop sur quelle enquête elle est. Je comprends. Et D'ailleurs, voilà. si vous auriez peut-être un petit livre, quelque chose qui pourrait lui changer les idées, que je pourrais vous prendre pour lui offrir. Forcément des enquêtes policières, parce que ça va lui rappeler un peu trop son travail. Mais Alors, quelque chose d'un peu plus frivole, peut-être. j'ai un... Ah, bah, ah oui, bah oui, bien sûr. Vous connaissez peut-être François René de Chateaubriand? Oui, bien sûr, Et bah, célèbre. voilà, là j'ai une traduction exclusive de Mémoire d'outre-tombe. Eh ben, ça sera très bien. Ça Je sera, vous le prends, dans ce cas, je vous le prendrai. ça Vous pouvez sera le mettre de côté, fort à propos. Et j'espère qu'elle ne sera jamais dans la tombe. Ouais, c'était pas... Oh, pas avant de très longues années. J'espère. En tout cas, j'espère qu'elle n'est pas sur des enquêtes trop dangereuses. Voilà. Non, oui, non, l'enquête sur laquelle on était assez dangereuse, mais là, c'est vrai que pour le coup, Monsieur Winthrop étant notre patron, on va dire, Ah, vous avez notre employé en client. plus? Ah, Ah oui, ben, il nous avait ah, employés, mais vu qu'il est décédé fascinant. Fascinant. maintenant, malheureusement, il n'y a plus d'enquête. Ah. Et bon, Et vous savez, on avait parlé la dernière fois de livres. oui. Et ben, moi, j'ai entendu parler. J'ai quelqu'un qui est venu dans ma boutique Oui. pour me parler de nouveaux romans. Des nouveaux romans russes. Parce que vous savez qu'en Russie, maintenant, depuis quelques années, ça a changé de bord. Et maintenant, on a des romans russes, ouais, un peu communistes. Voilà, Oui. voilà. Donc j'ai quelqu'un qui est venu m'en parler, un drôle de bonhomme. Ah bon? Ouais, je sais pas pourquoi je vous parle de ça parce que ça a vraiment aucun intérêt. Non, mais c'est intéressant de Ouais. savoir qu'il y a ce type de lecture maintenant peut-être disponible ou qui se laissera dans votre boutique. Ah mais oui, je m'en rappelle maintenant pourquoi. Ouais non, je me rappelle plus exactement pourquoi. Enfin, vous savez, j'oublie vite. Ce qui est important, c'est que vous alliez bien et n'oubliez pas de repasser. Merci. Et si vous avez vous aussi des livres intéressants, vous m'avez dit hein, que vous pourriez... Ne vous inquiétez pas, si je trouve quelque chose qui pourrait vous intéresser ou qui pourrait même aller dans votre boutique, j'ai toujours en tête de vous en parler. Ah, ouais, c'est très très aimable de votre part. Je vais vous souhaiter une bonne journée, Bien, vous aussi. Mila. Et puis à bientôt. À bientôt. À bientôt, Jane. Et du coup, je la paye quand même pour le livre de Chateaubriand. Et puis, Ouais. j'irai le déposer, vu que je sais pas où est Stella, si elle est occupée ou quoi. J'irai simplement le déposer sur son bureau avec une petite note pour te changer un peu les idées. Et ben, tu vas lui offrir ce magnifique ouvrage proposé par
Burton, Mhm. enfin libraire. Et quand tu pars, tu te rends compte, elle est toujours un peu comme ça, un peu tête en l'air, c'est quand même quelqu'un de tête en Ouais. l'air, mais tu sais que c'est quelqu'un qui finalement connaît bien les... Tu l'as déjà vu d'ailleurs, maintenant que tu y penses, tu l'as déjà vu traîner dans d'autres librairies. Et en fait, cette femme connaît particulièrement le milieu des libraires Ouais. de Salem. Derrière sa petite mine, parce que, en fait, non, c'est-à-dire, c'est pas une petite mine, elle est vraiment comme ça, c'est-à-dire, bon, Ouais. un peu... Mais tu sais qu'elle a un énorme réseau de livres. Et elle pourrait te trouver des livres, d'ailleurs, c'est pour ça que peut-être qu'elle t'a parlé des livres russes, elle est peut-être la première Mm. aux États-Unis d'Amérique à avoir ces ouvrages. Peut-être. Mais, voilà, après cette rencontre de Jane Burton, nous allons nous retrouver un peu plus tard, peut-être quelques jours plus tard, et c'est en fin de journée, dans le magasin des Jackson. Les Jackson, tu les connais hein, depuis quelques années, mais tu sais que ils ont une réputation, comment dire, euh, pas aussi, ils sont aux limites de la moralité. Je vais l'appeler comme ça, Oui, d'accord? enfin, en même temps, moi aussi, donc c'est pas gênant. Voilà, mais tu le sais. Et tu vas être accueilli ce jour-là. Mhm. Bah, ça va être Lizzie Jackson, la femme hein, qui va t'accueillir. Comment tu m'as dit le prénom? Lizzie? Lizzie, ouais, Lizzie, Lizzie. L-I-2-Z-I-E. Oui, ça marche. Et, et, et ce soir-là, en fait, tu rentres dans la boutique habituelle. Il y a plein d'objets salémites, mais aussi américains, assez vieux, peut-être même anglais. Et Lizzie est assez contente de te voir. Ah, euh, mais là, ça fait... Bonjour Lizzie. Bonsoir. Ah bah bon, bonsoir, bonsoir. Personne t'a suivi, hein. Non, 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 bien sûr, tu me connais. Je suis toujours très prudente. Et elle va s'approcher de la fenêtre, elle a un rideau hein, comme ça, elle va regarder. Au moment où tu Mm. vois les lumières de la rue à l'extérieur qui sont illuminées, puis elle va rester finalement un long moment. Alors tu sais pas pourquoi elle reste si longtemps, mais comme si elle avait, alors je vais pas dire peur, parce qu'elle a pas Et peur. justement, je lui pose la question parce que c'est quand même pas normal qu'elle soit parano à ce point. C'est pas habituel de sa part, je pense. Donc je lui dis, mais il y a quelque chose qui cloche. Ah, non, non, mais là, on a eu quelques pièces d'importance, et puis Ah, je voudrais pas. On est dans le quartier de Gallow Hills, donc qui est au sud-ouest, oui. un peu après McIntyre, hein, donc vers le sud-ouest, donc vraiment aux frontières de Salem et puis la campagne après. Mais on est encore en pleine ville. C'est leur boutique d'antiquité. Et donc tu vois, elle regarde un peu par ses rideaux là, avant de revenir. Non, non, mais on n'est jamais trop prudent. Surtout que à ces temps-ci, on a eu de belles ventes. Ah, Et voilà, et tu sais, enfin, si t'es là, c'est que tu sais bien, et t'as déjà eu à m'en fournir, que ce qu'on fait est pas toujours légal. oui, ben, je sais bien. Je sais bien. C'est pas pour me déranger, donc. Et du Bah, coup, j'imagine que si j'ai été invitée ce soir, c'est que vous avez des choses qui pourraient être susceptibles de m'intéresser. oui, oui. Euh, Parce que je sais que t'as toujours été, bien sûr, intéressé à ce que d'aucuns appellent l'autre côté, le mythe. Tout à fait. Et moi, tu sais, je te l'ai déjà dit, il faut bien se garder d'aller voir trop d'objets ou de livres anciens, parce que cela n'apporte rien de bon. Rien, rien de bon. Tu le sais. Et je Je t'aurais sais, prévenu. je sais.
Je t'aurais prévenu. Tu me préviens à chaque fois et en attendant, mes dollars sonnants et trébuchants te font toujours me rappeler. Mais cette fois-ci, je t'aurais prévenu. Alors qu'elle va derrière une porte dérobée, te faire entrer dans leur vraie salle. Ou quand tu entres, Arthur, c'est la première fois qu'elle te fait rentrer. Et elle va fermer la porte derrière toi. Il y a pas mal d'œuvres et l'ambiance a changé. De l'ambiance plutôt nord-américaine du 19e siècle ou du 18e siècle, tu vas rentrer avec des statuettes, mais des peintures bizarres. Tout ça est très malaisant. En tout cas, respire une certaine malaisance. Et alors, c'est mélangé à des œuvres à leur réserve, en fait. Il n'y a pas que des objets bizarres, il y en a beaucoup. Et une grande partie de ces objets bizarres ont déjà des étiquettes avec les destinataires, ceux qui ont acheté, parce qu'ils ne font souvent que transiter, en fait, les objets. Oui, je me doute. C'est des receleurs, essentiellement. Tu sais que tout ça est complètement illégal, sous le manteau, et pourrait t'envoyer en prison, et eux aussi, pour de nombreuses années. Sans compter les amendes. Mais il y a une odeur d'ancien. Alors qu'elle se rapproche et te montre un ouvrage. Un ouvrage là qui est posé négligemment sur une table. D'accord. Il est en cuir, mais tu vois que l'intérieur, c'est pas un livre en fait, c'est un ensemble de documents. Les feuilles sont très épaisses. Donc le document, oui, est certainement très ancien. Et il se tourne vers toi, Lizzie. Ce sont des passages, des morceaux confirmés, mais tu pourras aussi confirmer, du Sol Occulta Tenebrarum. Alors, tu peux me faire un test d'intelligence avec un avantage. Très bien. Et tu as fait un 1. Oh. Tu as fait un 1. En fait, ce n'est pas pour rien qu'elle t'a appelé. Parce que tu lui en avais déjà parlé. Parce que ça fait des mois, peut-être des années, qu'elle cherche cela pour toi, qu'elle en a entendu parler. Parce que tu connais le Sol Occulta Tenebrarum. En l'an 54, avant notre ère, l'épouse de Pompée, Julia César, meurt alors qu'elle accouche d'une petite fille, Octavia. Oui. D'après certains écrits, l'enfant décède quelques jours après. Mais la légende raconte que pourtant, Octavia reste vivante. Belle et bien vivante. Pompée l'a fait passer pour morte afin de la garder auprès d'elle, pour l'éloigner de l'influence de César, qu'il apprécie de moins en moins. D'accord. Donc il est marié avec... Pompée est marié avec Julia César, de la même famille que Jules. César, Julia, Jules. Oui. Et donc Pompée fait passer sa fille pour morte pour l'éloigner de l'influence de César. Ouais. Malgré tout, comme Octavia est morte, Jules César voue une cérémonie aux Manes, les divinités chtoniennes, oui. Écho des âmes des défunts, mais Octavia va grandir en secret, éduquée par Pompée, mais elle va montrer rapidement d'étranges comportements. Elle tue de petits animaux, traîne fréquemment près de la tombe, et en l'an 44, avant JC, César est assassiné. Il se passe un certain nombre de choses, et Julia César, la mère, fait une crise d'épilepsie, frôle la mort. Et puis à un moment donné, en fait tout ça est mixé, tu ne sais pas si ce que je te dis est la vérité. Oui, bien sûr, mais voilà. C'est des rumeurs qui tournent autour de tout ça. C'est des rumeurs, et puis d'ailleurs, parfois on dit même que Julia est morte, mais pas Octavia, mais parfois on dit qu'Octavia est morte. Enfin bref, Octavia
après cette crise d'épilepsie, elle n'a peut-être qu'une dizaine d'années, hein, va commencer à écrire sur des rouleaux de papyrus. Et tu vois les rouleaux de papyrus mis à plat dans ce épais, livre, ouais. très épais. Après cette crise d'épilepsie, mais on sait que Jules César était épileptique. Et elle va écrire des textes. Des textes qui vont parler de la mort, de l'outre-mort, et de manière d'y avoir accès. Et elle va intituler ce texte le Sol Occulta Tenebrarum, l'occulte soleil sombre, en référence à sa révélation mystique. Tout ça, tu le sais parce que tu as fait un 1, sinon tu ne le saurais pas. La légende raconte que les parchemins sont retrouvés dans des ruines de la bâtisse de Pompée au cours du Moyen-Âge. Ils passent de main en main, et puis après l'histoire se perd. Il est dit, cependant, que, et c'est pour ça que peut-être ça l'intéressait, en 1650 ou 80 dans ces eaux-là, avant le procès, il est dit que ce nom traînait aux alentours de Salem, à Salem Village, qui est aujourd'hui Danvers, ou à Salem. Mais avec des références bizarres, des références à Carnunos, un dieu cornu celte, mélangeant l'outre-monde et Carnunos. Et ça se perd. Ça se perd. Et pourtant, a priori, alors, c'est ce qu'elle te dit, tu vois que c'est des textes. C'est des textes qui sont ici. Est-ce une version originale? Ou est-ce une version copiée? Ce n'est pas les versions originales, puisque ce n'est pas des rouleaux de papyrus originaux, mais ça y ressemble, mais c'est à plat. Et quand tu l'ouvres avec précaution, avec un gant, peut-être. Oui, tout à fait. Tu vas te rendre compte que c'est pas de la parchemin. Tu ne sais pas exactement ce que c'est, cette matière. J'enlève le gant, du coup, parce que c'est vrai qu'avec le gant, on peut pas vraiment toucher correctement, on n'a pas le toucher de la matière. Du coup, je vais très précautionneusement enlever le gant et caresser la matière pour essayer de voir ce que c'est. C'est comme si tu te caressais la peau. Oui. Ta propre peau, en fait. Et c'est là où tu réalises c'est de la peau. Que c'est de la peau humaine. La peau humaine. Oh là là. Mais tu le savais. Je m'y attendais. Tu le savais, et donc ça ne fait que confirmer pour toi que ce livre est une copie. Mais une copie authentique, enfin une copie a priori aussi authentique, mais peut-être modifiée par le copiste qui l'a fait. Et que la légende, enfin, ou les informations que tu as eues, ce livre est devant toi, à portée de main. Mais Lizzie va t'enlever la main. Bien sûr. C'était juste pour tester. De toute façon, la main, je la laissais pas dessus après. Hein. Ce livre a une énorme valeur. Je comprends bien. Effectivement, si ça a l'air d'être une copie tout à fait authentique du Sol Occulta Tenebrarum. Mais est-ce que oserais-je te demander où est-ce que tu as réussi à le trouver? Non. Non. Enfin, tu peux demander. Mais je n'aurai pas de réponse. Mais tu confirmes que c'en est? Ça en a bien l'air, en effet. Ce n'est pas l'original, puisque l'original aurait été écrit sur du papyrus, et celui-ci est clairement de la peau humaine. Alors là, il est sans valeur alors. Et je comprends mieux pourquoi. Merci. Tu comprends que je peux pas te le vendre comme ça. Pourquoi ça? Tu m'as appelé pour me le vendre et je suis prête à y mettre le prix. Écoute, j'ai toujours été... Là, j'essaye vraiment de la convaincre, tu vois. J'ai toujours été une bonne cliente pour toi. J'ai toujours fermé les yeux sur les origines
de ces choses que tu me proposais. Et là, tu as réussi à trouver quelque chose que je t'ai demandé et après des mois de recherche, et là, tu me le refuserais. Alors que je suis prête à te donner la somme que tu veux pour cet ouvrage. Et peut-être que je pourrais même en échange essayer de t'apporter un autre objet, peut-être. J'ai quelques éléments dans ma collection qui pourraient valoir une partie au moins de la somme nécessaire. Il y a peut-être quelque chose qui pourrait aller. J'ai une cliente. Une cliente qui cherche des informations sur un objet à Salem. Peut-être que si tu peux avoir des informations sur ça, ça pourrait être suffisant, parce qu'elle est prête à beaucoup pour ça. Et quel est cet objet? J'ai une acheteuse. Oui. Qui cherche des dessins représentant une stèle de pierre gravée qui aurait été à Salem au XVIIe siècle. Elle cherche des dessins sur une stèle gravée. Et cette stèle... D'accord. Alors, ces stèles, elles seraient venues du Nil de l'Atlantique. J'en ai entendu parler, effectivement. Tu en as entendu parler? Oui, a priori, elle aurait été ramenée sur une île. Alors là, je m'en fous, je lui sors les trucs parce que de toute façon... tu lui sors l'histoire. On est entre nous. Là, je raconte l'histoire du bateau. Tu lui racontes l'histoire du bateau. Alors, ouais. Elle va noter le bateau qui est revenu. Tu lui racontes l'histoire du bateau. C'est fascinant. Je dévoile pas plus d'informations que ça, mais je dis oui, j'ai entendu parler de cette histoire. Ça fait plusieurs mois. Ça fait plusieurs mois qu'elle me harcèle. Mais je sais qu'elle ne me harcèle pas que moi. Elle harcèle qui d'autre? Tous les antiquaires de la région. C'est étrange qu'elle ne m'ait pas contacté dans la mesure où je suis quand même assez connu dans les milieux. Mais je vais lui dire de te contacter. Dis-lui de venir me contacter. Non, parce que je peux pas que ça passe en direct. Et là, elle vient de réaliser. Oui, tu veux ta part du gâteau, j'imagine. Je comprends. Ce livre contre ces dessins ou des informations valables, je pense que c'est un bon deal, mais je te le répète, Mila. Oui. Ouvrir ce livre, c'est ouvrir une porte vers un endroit où tu n'as pas envie d'aller. Je sais, mais tu me connais, tu connais ma curiosité maladive, tu connais également mon côté têtu et obstiné, et tu sais que je ne reculerai devant rien pour avoir ce livre. Je comprends, mais encore une fois, je te préviens. Je ferai attention. Tu te rappelles certainement de ce qui s'est passé à... Non? De quoi elle me parle là en fait? Elle dit pas plus que ça. Rafraîchis-moi la mémoire. Il y a 2 ans, tu sais, Morton. Oui. Morton, à force, il a sombré dans la folie. À cause de ça? Bien sûr. À cause de lire. Morton, maintenant, il est à Danvers.
Il est interné à l'hôpital psychiatrique de Danvers. Morton. Oui, mais Morton est un faible. Il n'a pas mon esprit. Morton était pas si faible que ça. Hein. Tu sais ce qu'on a dit de lui à un moment donné. Oui, mais bon. Adam Morton, le premier homme. Oui. Il se faisait passer pour un immortel. Bon, il est à l'hôpital psychiatrique maintenant. Voilà. Est-ce que c'était pas quelque part une preuve comme quoi il avait déjà un brin de folie que ça n'a fait qu'accentuer peut-être? On ne sait pas. Bah ça faisait depuis au moins, avant qu'il soit interné, ça faisait au moins 2 ans qu'il sombrait de plus en plus. Hein. Ah oui. Une fois, il est rentré en folie ici. Il voulait le livre, un livre qui s'appelle, j'ai oublié ce nom, mais comment ça s'appelait ce livre-là? C'est un livre, ça a été fait par... C'est Les Nuits de l'homme sans tête. Ça me dit quelque chose, ça. Oui, c'était un ouvrage fait à Paris durant la Révolution, Oui. il y a plus d'un siècle et demi. Hein. Ouais. Et il a eu ce livre entre les mains? Ah non, ouais, je sais pas pourquoi il voulait. Il voulait Les Nuits de l'homme sans tête. Bah. Bon, après, je me suis renseigné, ça existe vraiment. Hein. Ah mais oui, mais si j'en ai entendu parler, c'est qu'effectivement, ça n'est pas existé. Ouais. Enfin. Le chevalier de H, je crois, l'auteur. Quelque chose comme ça. Ne sais plus. Donc, ramène-moi des dessins de Sestel, si tu peux trouver, et tu auras cet ouvrage. Très bien, ça me va. Il est précieux. Et tu vois qu'elle va le reposer. Tu vois qu'elle va finalement le cacher au milieu, enfin le ranger au milieu de livres assez vulgaires. Tu vois ce que je veux dire? Qui n'ont rien à voir, quoi. Voilà, et oui. voilà, mais qui sont beaux hein, quand même, mais elle va le cacher là. Te ramener dans la salle, la vraie salle. Et... On est d'accord, on est d'accord que dans les informations qu'on avait eues dans le... Je crois que j'avais pu voir le journal de bord du capitaine ou je sais pas quoi, dans lequel il y avait eu les informations sur la stèle. Il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas de... Non, malheureusement, il n'y a pas d'image. Malheureusement, il n'y a pas d'image. Autrement, non, t'as que des descriptions. Et encore très faibles de la stèle. Oui, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Et après, à l'époque, il n'y avait pas de photos. Donc, voilà, c'est pour ça qu'elle cherche des dessins, hein, peut-être. Tout simplement, et pas des photos, puisque toi, tu sais que a priori, la stèle n'existe pas, ou elle a disparu. En tout cas, tu vas pouvoir rentrer chez toi et continuer à te reposer quelques jours, le temps que la suite au prochain épisode. Nous nous retrouvons quelques jours après le décès naturel d'Alexander Winthrop, d'après en tout cas le médecin. Décès qui vous a paru étrange, mais en tout cas il est passé de vie à trépas, et ça c'est une certitude. Mais alors que tu te dis, bon, t'as pas mal de choses à faire, tu n'avais pas voulu retourner chez toi, puisque c'était dangereux, d'après toi, de rentrer chez toi, mais Alexander étant mort et peut-être bientôt enterré, tu repasses chez toi quand même pour prendre quelques affaires et tu vas trouver un mot. Un mot, l'écriture est rapide, délaissant l'anglais pour la langue mandarin, pas mandarine mais mandarin, ou cantonais, je ne sais pas, celle que tu veux. En tout cas, tu les lis suffisamment pour te rendre compte que tu n'as pas vraiment le choix de rejoindre et d'aller retrouver Chen-Tai. Chen-Tai, qui est Chen-Tai? Mais tu le sais très bien, car Chen-Tai est communément ton receleur.
Puisque tu as l'habitude de... Nous avons compris de subtiliser des petits objets, pas forcément des objets de valeur, mais des petits objets. Et donc, bah, tu as besoin pour le revendre, ou soit tu le revends dans la rue comme ça à la sauvette, mais Chen Tai, lui, est plus habitué. Et il va te donner rendez-vous dans ce qu'on appelle plus communément un bar chinois ou un bar à opium. La légalité n'est pas acquise, loin de là, mais tu n'es pas obligé de fumer de l'opium, il y a des salles qui sont réservées en souterrain. Et donc le message a été envoyé à plusieurs jours, mais ne donne pas forcément de date précise. Tu sais que de toute façon, tous les soirs, pour faire ses parties... Et donc, oui, car le soir, il aime jouer avec certains de ses amis au Mahjong dans ce bar, qui n'a pas vraiment de nom, mais tu sais que c'est une opiumerie notoire. Est-ce qu'il a l'habitude de me laisser des mots comme ça? Parce que je me dis peut-être qu'il faut que je me presse du coup, si c'est lui qui me contacte. En tout cas, tu sais qui c'est. La communauté chinoise de Salem n'est pas énorme non plus. Vous n'avez pas des dizaines de milliers, loin de là. Et donc vous connaissez tous, plus ou moins, en tout cas de vue, en tout cas les cousins de machin peut-être moins, et surtout que la communauté au fur et à mesure s'est disséminée. Dans Salem, Danvers, ce qu'on appelait Salem Village, qui est aujourd'hui Danvers en fait, Salem Town, qui est Salem, Lynn ou d'autres petites villes autour. Mais avoir ton adresse, c'est pas très compliqué, ça c'est sûr. Tu lui as même certainement déjà dit où il sait notoirement où tu habites. Et oui, c'est à ton souvenir, c'est la première fois qu'il t'envoie un message pour te parler. Ok, bah je vais me presser un peu du coup. Et tu vas te presser, enfin bon, tu vas y aller le soir même pour essayer de le voir. Et tu vas rentrer dans ce bar. Alors, il n'est pas vide, comme on peut le voir ici sur cette image, mais c'est un bar dominé par des couleurs rouges et des lanternes chinoises. Il y a pas mal de monde, finalement. Tu entends le bruit électrique d'un frigo qui abrite des boissons directement plutôt américaines d'ailleurs, ou des bières. Et pas mal de monde. Tu as bien entendu dû voir Chen Tai, le receleur, dans un coin en train de faire une partie avec 3 autres personnes. Il joue à 4. Très vite, il va s'apercevoir que tu es là. Bien entendu, la tradition fait que tu vas attendre qu'il ait fini sa partie. Évidemment, je fais juste un signe de tête, mais j'interviens pas. Il te répond comme ça, puisque tu sais que il y a des enjeux dans ces parties. Et parfois les enjeux peuvent être importants, et d'ailleurs, au bout d'un moment, la partie assez longue va s'arrêter, et un des joueurs va se lever et te faire signe de t'asseoir. Ok. À ce moment-là, nous allons passer en mandarin. D'accord. Mais pour la bonne compréhension de nos viewers, nous allons les traduire en direct afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je suis un peu rouillé, donc voilà. Et donc dans une langue autochtone, pas d'ici d'ailleurs pour le coup, il va te saluer en mettant les mains en signe de respect. Donc tu sens que c'est assez détendu, même si l'homme n'est pas un enfant de cœur. En vrai. On va connaître un petit peu la réputation quand même. Il fait pas partie d'une triade, d'une mafia, ça c'est sûr. Mais par contre, il a cette lisière en fait. Le respect des anciens aussi un petit peu, donc pareil, je fais salut, voilà. Exactement. Après quelques small talk, te demandant si ta cousine, ta famille, quelqu'un que tu connais va bien, est-ce que ta santé, ton système digestif fonctionne bien. Il s'intéresse, après tout, à toi, profondément. Mais tu te rappelles
cette montre a goussé. Mhm. Tu m'as demandé de revendre. Elle avait pas trop de valeur, mais bon. Oh, eh ben, c'est intéressant parce que j'y suis arrivé. Ok. Je suis arrivé et je l'ai vendu. Par contre, je voulais t'avertir. Les deux autres qui étaient à table vont se lever et puis partir, vous laissant en tête à tête. Je voulais t'avertir que c'est la personne qui me l'a acheté n'est pas une personne recommandable et que clairement, elle était plus intéressée par la personne qui m'avait amené cette montre que par la montre elle-même. Surtout que la montre, en plus, la gravure avait été effacée, donc qu'est-ce que... Pourquoi il s'intéresse à moi? Je sais pas, je sais pas, mais tu sais, à force de poser trop de questions de ci, de là, tu vois ce que je veux dire. Un jour ou l'autre, on s'attire des ennuis. Que je voulais un peu éviter, mais... Oui. Les personnes pour qui je travaille en ce moment font un peu de bruit, malheureusement. Peut-être, mais n'oublie pas que nous sommes ici en terre étrangère et que nous devons quand même nous soutenir. Un minimum. Bien sûr, est-ce que cette personne vous a fait du tort ou quoi que ce soit que je pourrais Non. rattraper? C'était pas ma volonté que, évidemment... Non, je voulais juste te prévenir que les questions que tu as posées récemment et sur lesquelles tu n'as, je pense, pas eu beaucoup de réponses, ont attiré certainement des gens peu recommandables. C'était pour te prévenir. J'ai fait en sorte que la personne ne sache pas qui me l'avait donné, cette montre. Mais en fait, il le savait déjà. Très bien, bon. Du moment qu'ils n'ont pas cherché à vous faire du mal ou à d'autres de la communauté, bon, c'est déjà bien. Non, personne n'osera me faire du mal. Mais tu sais qui je suis. Et comme je suis respecté, tout le monde me doit quelque chose ici. Peut-être, mais si cette personne ne fait pas partie de la communauté, ils peuvent ne pas respecter les usages ou vous-même, du coup. Ouais. Le mieux, c'est que tu te tiennes à l'écart de cette personne, car je vais te donner quand même, peut-être en guise de... Cette personne, au début des années, bon, il y a quoi, 15 ans à peu près, avait monté son propre gang à Boston. Il est resté quelques années. Mais je pense qu'il venait de San Francisco avant. Enfin, parcours habituel, hein, à San Francisco, et puis après on voyage vers l'Est. En tout cas, fais attention. Puisque... ils sont, ou il est, mais je pense qu'ils sont des tueurs. Alors peut-être toi t'apprends rien. Pour lui en tout cas, tu vois qu'il fait un signe de protection aux ancêtres peut-être, en parlant de... Et... Est-ce que je peux avoir plus de détails l'apparence de cet homme par exemple pour essayer de les éviter au maximum Il va te décrire un homme finalement assez jeune, un homme d'origine chinoise. Donc il va te le décrire suffisamment pour que potentiellement tu puisses le reconnaître, mais
Après, c'est qu'une description physique, mais bien entendu, il a une physionomie remarquable pour toi, puisque voilà, tu saurais potentiellement l'identifier. Enfin, identifier. Si tu le croisais devant toi et que tu le voyais en face et qu'il te parlait, peut-être que... Mais si c'est dans un groupe, quasi impossible de l'identifier, hein. C'est sûr. Puisqu'il va Chen-Tai va te le décrire assez sommairement, somme toute. Et pas sûr que ça soit celui qui soit à l'origine, le commanditaire. Donc méfie-toi. C'était ce que je voulais dire, et je voulais aussi te proposer une partie. Bien sûr. Si tu gagnes, tu auras l'argent qu'il m'a donné pour la montre. Sinon... Très bien. Juste une dernière question. Est-ce que ces hommes ont tendance à utiliser du jasmin? Du jasmin? Pas du tout. Alors, moi je m'y connais pas en plantes hantées, mais... Non. Je ne pense pas. Dis-moi un peu plus. Je sais pas, il y a eu deux cas bizarres avec à chaque fois des odeurs de jasmin sur les lieux. Alors moi ça me parle puisqu'on a l'habitude nous d'en utiliser, que ce soit dans le thé ou d'autres, enfin un peu comme des plantes médicinales, mais c'est étonnant que sur des lieux de crime il y ait cette odeur. Je suis complètement d'accord avec toi. Alors des lieux de crime, ok. La seule personne, tu as de la chance, parce qu'elle est là aujourd'hui, c'est Zoé Xia. Alors tu la connais de réputation. Une sorcière, une passeuse, une chamane. Quelqu'un qui soigne avec parfois des longues aiguilles, mais aussi avec des plantes. Donc, est-ce que c'est une sorcière? Est-ce que c'est quelqu'un qui pratique la médecine traditionnelle chinoise? Mais Zoé Xia est connue. Et tu sais que ça t'étonne pas quand il dit l'opiumerie. Parce que elle doit venir consommer aussi de l'opium, qui est une manière pour certains d'atteindre un état second. Bah, c'est une drogue hein, aussi. Un état second. Et Zoé Xia est là, donc peut-être ma fille, te dit-il, assez amicalement, peut-être ma fille, tu peux l'avoir. Okay. Mais avant. Oui, la partie. Nous avons une partie à faire. Et donc il va commencer à se lancer dans cette partie, et je vais te... C'est pas de la dextérité, c'est plutôt, pour le coup, de la sagesse, s'il te plaît. Parce que tu vois qu'il triche un peu, peut-être. Ou pas, en tout cas, il va vite, parfois. Mais il est là pour gagner. Alors, tu vas vite être dépassé par la puissance intellectuelle de Chen-Tai. Et il va gagner assez rapidement. La sagesse des anciens, hein, voilà. La sagesse des anciens. Il a l'air satisfait d'avoir gagné, au point où il va sortir un portefeuille et te sortir une poignée de dollars qu'il va te donner. Je dis juste, j'y étais presque cette fois. La prochaine fois peut-être, ma fille, mais fais attention à toi surtout. Et il va rajouter un billet en plus. Si tu peux, mets-toi au vert un peu. Je sais pas, du coup, s'ils sont après moi... Je sais pas. Peut-être des fois, c'est mieux de... Quelques jours, au moins quelques jours. Car nous sommes à l'étage. Donc à l'étage, il n'y a rien d'illégal. Par contre, tu sais qu'un peu plus loin, derrière, là, cette porte vitrée, il y a un escalier qui descend. Et qui amène dans ces cellules, isolées les uns des autres, où on peut consommer cette drogue. Cette opiacée. Souhaites-tu aller en parler à Zoé Xia?
Oui, parce que si je me souviens bien, quand j'ai senti le jasmin, je m'étais posé la question justement, est-ce que ça pouvait servir à autre chose que dans du parfum? Donc, je pourrais peut-être lui poser la question du coup. Très bien. Eh ben, tu vas exactement descendre. Alors, tu vas au fond. Les consommateurs d'opium peuvent être de tout état social. Hein. Il y a même, quand tu vas descendre, tu vas croiser peut-être même plutôt comment ça s'appelle, un blanc. Mhm. On va l'appeler comme ça. Et donc, tu vas descendre. Mais alors, quand tu vas descendre, c'est le noir absolu. Et c'est pour ça que je vais t'amener dans rien en fait. Tu ne vois rien. Est-ce qu'il y a quand même des petites, pas bougies, mais des petites Exact, lampes tu pour sens, en prendre, fait, tu es seulement illuminé par les petits bras zéro sous la fumerie, enfin les fumoirs individuels d'opium. C'est pour ça que tu vois quasiment rien, mais bien entendu, il y a ici des gens qui sont là toujours en permanence. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des problèmes quand même. Il faut ramasser et mettre à la rue parfois des gens qui ont abusé. Mais avec quelques mots de mandarin, très vite, la personne va t'amener à une petite cellule tirée et tu entends juste le rideau s'ouvrir alors que tu rentres. Le visage de la femme n'est pas discernable. Et tu te rends compte que tu ne l'as jamais vraiment rencontrée, cette femme. On t'en a entendu parler, et tu sais que c'est peut-être une ancienne, tu ne sais pas, en tout cas, tu vois juste, elle est allongée. Et de temps en temps, elle inhale un peu de cette fumée c'est le latex, hein, du pavot somnifère, un alcaloïde assez puissant. Du coup, je fais le salut, hein, parce que je la vois pas très bien, mais c'est quand même voilà, une chamane qui fait de la médecine traditionnelle, du coup, il y a quand même un certain respect. Voilà, donc je lui montre quand même le respect qui est dû rien qu'à sa fonction, en fait, au final. Elle, légèrement, tu vois qu'elle se tourne, mais même si tu ne la vois pas, tu vois peut-être qu'elle te fait signe de t'allonger aussi. Alors le problème, c'est que depuis que tu es rentré, tu es une consommatrice passive. Oui. En vrai. Et c'est exactement ce qui se passe. Et tu commences, et je vais te demander un test de constitution, tu commences en fait à laisser, alors tu inhales pas hein, directement, c'est pas aussi puissant, bien entendu. Mais l'atmosphère. Mais l'atmosphère fait que tu te détends. Et alors que tu t'es... Elle t'a fait signe. Mei Shao. On connaissait, c'est un honneur. Enfin, c'est. Alors, dites pas honneur, mais enfin. Un mot plus de respect, voilà. J'avais juste une question, je voulais pas vous déranger plus que ça dans votre rêverie, dans votre bien-être. Je voulais juste savoir à quoi pouvait servir le jasmin, hormis le thé. Oh, le jasmin ou est le parfum. plein de caractéristiques, mais... dis-moi un peu plus. Je soupçonne un crime qui a été commis avec du jasmin. Je sais pas trop, un homme est mort. Ce n'est pas normal, sa mort n'était pas normale. Il était à l'hôpital, son état était en parfaite rémission, sans souci particulier, et il est mort de façon inattendue et soudaine. Et il y avait cette odeur de jasmin qui m'a... Enfin, je l'ai senti. Et justement, au niveau d'une... ce qui semblerait une piqûre, enfin, comme si on l'avait piqué. Je me demandais si le jasmin pouvait servir peut-être comme poison.
Tu ouvres une porte bien désagréable sur un univers que tu ne veux pas connaître. C'est ça? Oui, je suis du genre prudente et... Mais là, ça pourrait être ma propre vie qui est en danger et j'aimerais savoir où je mets les pieds. Je ne connais qu'une personne à Salem qui utilise cette toxine. Et, dont l'odeur ressemble à s'y méprendre à celle du jasmin. Mais ma fille, garde-toi loin de lui. C'est mon but, mais il faut que je sache qui c'est lui pour pouvoir l'éviter. Elle va te tendre son fumoir. Rejoins-moi. Je vais le prendre, du coup. Tu inhales, c'est déjà un peu parti, et tu inhales une... Tu sens que quelqu'un te tient par la main. Et tu t'endors. Enfin, c'est ce que tu penses. Car tu ne dors pas, en vrai. Tu es loin. Très loin d'ici. Tu marches dans un village, peut-être. Un village en Chine. Tu ne sais pas si c'est tes propres souvenirs ou les souvenirs de quelqu'un d'autre, mais c'est tellement réel pour toi. C'est tellement réel que tu marches, tu te retournes et tu vois une jeune fille en fait. Tu sais que c'est Xuexia, mais pas telle qu'elle est aujourd'hui. Peut-être telle qu'elle est dans le passé. Alors qu'elle te regarde, tu entends quand même dans le village de ci de là des bruits d'enfants qui jouent. Hein. On est en Chine. Peut-être il y a quelques années, au début du siècle, tu sais pas, très compliqué. Alors que tu t'approches, vous allez quand même voler en fait dans une des pagodes qui est là. Et là, l'ambiance change complètement. Tu ne t'attendais pas à ça. On ne va pas le montrer car ce que tu vois, c'est un homme. Il est accroché par 2 clous en bois sur une poutre de cette pagode. La moitié de son visage est écorché. L'homme est encore vivant. Et tu sens l'odeur du jasmin. La même odeur du jasmin. Alors que tu t'approches, tu vois un homme mais de dos. Tu vois de dos et il est en train d'écorcher l'homme, remontant le long de sa jambe. On va passer au sujet, mais c'est ouaté, alors que la main de l'enfant ou la jeune fille à côté de toi te serre et qu'elle te repousse à l'extérieur afin que tu puisses respirer à nouveau. Elle te regarde et là, à un moment, tu vois qu'elle tremble. Elle tremble. Tu te réveilles. Tu te réveilles, mais tu es dans cette opiumerie. Xuexia... Je continue à lui serrer la main, du coup, par exemple. Tu lui prends la main parce que elle t'avait amené, tu lui serres la main, elle se redresse un peu. La mort. Mais nous sommes... Et là, elle va retomber au sol. Et tu vois qu'elle commence une crise d'épilepsie. Alors, May, elle a quelques notions de médecine parce qu'elle fait des petits travails à droite à gauche. Donc du coup, elle va essayer au moins qu'elle ne sort pas la langue. Tu vois, enfin, ouais, ça va être sur ton intelligence. Pour arriver à... Mais t'es dans le noir, tu vois, elle est en crise d'épilepsie. Tu vois juste qu'elle vibre de partout. Ouais, et du coup, je commence à crier aussi, en même temps. Et tu appeler les gens qui sont... T'as complètement raison d'appeler, parce que t'arrives pas, en fait, à la calmer. Tu es revenu dans cette opiumerie, en fait, dans le noir le plus total. Et quelqu'un arrive, va aider, va lui mettre, en fait, quelque chose dans la bouche. Alors que 2 personnes la prennent, en fait. Et ils vont la sortir de là, et que toi, tu n'arrives pas à te lever. Tu te recouches comme ça. Tu te recouches, mais au moment où tu te recouches, tu repars.
Cette fois-ci, personne ne te tient la main. Et tu ne sais pas, tu es attiré vers cette maison. Comme si on t'attirait vers cette maison, comme si un courant d'énergie t'attirait vers cette maison. Que fais-tu? En même temps, je veux savoir. Je veux savoir qui peut-être en après moi, ou en tout cas qui je dois éviter. Donc je vais vers cette maison. Je veux comprendre. Tu veux comprendre? Tu vas vers cette maison. Tu vas vers cette maison jusqu'à ce que tu arrives. Mais cette fois-ci, la scène n'est plus la même. L'homme est complètement écorché. Et il est toujours vivant. Il est seul. Il y a juste peut-être un bac en bois en dessous qui récupère la lymphe ou le sang qui coule en fait. Et tu vois ses muscles bouger, surtout qu'il est accroché, hein, il est comme un peu crucifié, même si c'est pas le terme. Il bouge un peu encore de souffrance, et tu entends des chants autour que tu comprends. Tu comprends que on est en train d'invoquer en fait le mal. On est en train d'invoquer un yaogai. Okay. Un esprit, un yaomo, ou autrement appelé yaojin, ça dépend de quel coin tu viens. Et tu vois que l'homme est en train de souffrir, que d'un coup, tu le sens. Le yaogai est dans le corps de l'écorché, de l'homme écorché. Et l'homme tourne la tête vers toi. Ses yeux rouges. Tout ça, c'est un rêve, hein. On est d'accord. C'est un fantasme, une allégorie, certainement. Et l'homme tourne la tête vers toi. Enfin, l'homme écorché, qui était plutôt plus... sourit de ses dents rouge sang. Et va tendre, en déchirant la main, en fait, va tendre la main vers toi. Te toucher. À ce moment-là, assez violemment, à moins que tu puisses l'éviter, si tu veux l'éviter. J'essaierai, oui, de rebondir un peu en arrière instinctivement. Alors, fais-moi ton jet de sauvegarde de dextérité. C'est étonnant. Il t'agrippe. Il t'agrippe d'un coup. Et tu te réveilles. Ta main gauche, ou ton poignet gauche qu'il t'avait pris, est brûlé, Mai, alors que tu es dans l'opiumerie. Tu te réveilles en sursaut. C'est le matin. Tous les brûloirs ont fini. L'air est plus clair alors que tu te réveilles. Tu montes à l'étage, il n'y a quasi plus personne, enfin il n'y a que les serveurs. Quelques clients qui sont restés comme toi, couchés toute la nuit. Je lui demandais, parce que je vois la brûlure qu'il y a sur mon... C'est très léger, hein. C'est vraiment comme si tu t'étais peut-être même griffé. Une brûlure, mais c'est une brûlure. Ou alors, c'est la brûlerie, enfin le brûloir de l'opium. C'est ce que, en fait, c'est ce que je veux dire. Parce que c'est pas une main, c'est une brûlure. C'est juste une brûlure. Pomme, tu vois la pomme. Ou... Non, ça dessine. Ouais. Ça fait un peu mal, donc j'irais demander s'ils ont pas un petit peu de crème ou quelque chose à mettre dessus. Parce ils vont. Ça arrive que les jeunes se. D'ailleurs, il y a eu plusieurs départs d'incendie récemment. Peut-être d'ailleurs que c'est dans une opiumerie que le grand incendie de Salem en 1914 a commencé. Qui sait la vérité sur ce départ d'incendie? C'est peut-être ça la vérité. On va te donner de quoi, c'est assez léger, hein, de quoi, et puis tu vas pouvoir partir et passer quelques jours. Jusqu'à, dans quelques jours, te retrouver dans le bureau de Stella pour la suite, la prochaine fois. Alors, mais il croit, hein, aux esprits, donc pour elle, c'est clairement un avertissement.